bonjour. Je souhaite. Ça passe là, on est en live. Oui, ça y est. Donc vous êtes tous en train de nous suivre. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui dans la salle, en présentiel, mais également sur le net, pour participer à ce 8e staff bibliographique. Ce staff est maintenant devenu une tradition et vu le succès grandissant et la présence à ce staff qui augmente de semaine en semaine, on s'est dit que cette fois, nous allons offrir à nos confrères l'opportunité de le suivre en ligne, que ce soit en streaming live sur YouTube ou en participation interactive à travers Zoom. Et aujourd'hui, donc ça c'est une première. L'autre première, c'est que ce staff, nous avons l'honneur de l'organiser en collaboration avec le service d'anesthésie et réanimation du CHU Saint-Lô et le professeur Oli Daïja, le chef de service d'anesthésie et réanimation Saint-Lô. Et le thème d'aujourd'hui, c'est un thème novateur, à la mode, en tout cas en urologie, c'est l'ERAS, Early Recovery After Surgery, ou réhabilitation précoce après chirurgie. C'est une nouvelle notion, c'est une nouvelle attitude, ce sont de nouvelles procédures qui remettent en jeu des dogmes qu'on m'a appris religieusement quand j'étais résident, mais qui ne sont plus d'actualité. Ça a commencé en chirurgie colorectale et depuis quelques années maintenant, c'est en train d'être préconisé en chirurgie urologique, notamment surtout en cystoprostatectomie, valvectomie antérieure. Et aujourd'hui, la présentation d'aujourd'hui, qui est une revue bibliographique, sera présentée par deux membres des deux équipes, le docteur Ahmed Dormeli et le docteur Abdelaziz Boubakr. Et donc, c'est à vous la parole. Merci, cher maître. Donc, bonjour tout le monde. Donc, on est ravis d'être parmi vous au sein de ce 8e staff de bibliographie pour vous présenter notre travail s'intitulant ERAS dans la cystectomie radicale. Donc, les diapos, s'il vous plaît. Donc, ERAS pour Enhanced Recovery After Surgery, donc après cystectomie radicale. Donc, le plan, on va introduire le sujet, parler de quelques particularités de la cystectomie. On va développer la notion d'ERAS, de sa place ensuite dans l'urologie. Donc, on va décortiquer ensuite les recommandations de cette société ERAS et parler enfin de perspectives. Donc, introduction, la cystectomie radicale est le traitement, le gold standard pour les tumeurs vésicales infiltrantes. Il est connu associé à une grande morbimortalité. Donc, longue durée d'hospitalisation. Les patients qu'on opère sont de plus en plus âgés et multitarés, et ceci grâce au développement de la chirurgie et de l'anesthésie. Mais vu les différents challenges qu'offre la cystectomie, cette prise en charge, elle doit évoluer encore plus. Donc, les challenges de la cystectomie sont qu'elle est une chirurgie multicompartimentale. Elle est à la fois extra, intra et rétropéritonéale. Les temps opératoires de 5 à 6 heures. Donc, c'est une chirurgie qui est lourde, qui nécessite parfois des transfusions de l'ordre de 20% dans les séries. Et il y a des anastomoses qui sont précieuses, qui sont élaborées au cours de cette chirurgie. Donc aussi, comme challenge, on a aussi les complications qui sont de l'ordre de 20 à 80% dans les différentes séries. Ça ne passe pas, monsieur, la diapo. Donc, comme je viens de le dire, les complications sont de l'ordre de 20 à 80%. Un patient sur 4 est réadmis dans les 3 mois aux USA. Un patient sur 10 est hospitalisé en réanimation. Et pour les patients de plus de 75 ans, plus de 60% donc, présentent des complications qui sont jugées graves. Ces complications coûteraient aux USA 43 000 $ par patient. Donc, cette plaque, elle résume bien les challenges que représente la cystectomie radicale. Et on voit bien que la chirurgie n'est qu'un des challenges et qu'elle ne peut pas être la seule solution. Comme le démontre cet article publié dans le New England Journal of Medicine, qui parle de Surgical Skills and Complication Rates After Bariatric Surgery, il y avait mis la notion qu'une bonne chirurgie ne dépendait pas que de la technique chirurgicale,
mais aussi du bon jugement clinique du praticien. Donc, les bonnes indications, l'intérêt pour les soins périopératoires, tout ça devant être basé sur l'évidence-based médecine. Ceci m'amène à vous faire voir cette plaque, cet iceberg. On voit bien que les technical skills, elles ne représentent que 10% donc, de la réussite opératoire et que 90% est représenté par les perioperative skills. Cette nouvelle tendance, ce nouveau concept qui sera maintenant étayé encore plus par mon ami Abdelaziz. Merci, chers maîtres, chers collègues ici présents ou via Internet. Permettez-moi de vous dire l'honneur qui est le mien d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de vous parler donc de ce nouveau concept qui est l'ERAS pour Enhanced Recovery After Surgery ou la réhabilitation améliorée après chirurgie, l'ARAC pour nos amis francophones. Donc, il est défini comme étant un programme de prise en charge multimodal, multidisciplinaire, périopératoire qui permet d'accélérer la récupération fonctionnelle chez nos patients opérés après une chirurgie majeure, tout en réduisant la durée d'hospitalisation sans affecter, voire améliorer la qualité des soins. Alors, d'où vient ce concept? Historiquement, initialement, dans les années 1984, l'ERAS était désigné comme sous le terme de Fast Track Surgery or Recovery et c'était principalement pour réduire la durée de séjour dans la chirurgie coronaire. Il a été par la suite, en 1995, bien individualisé par l'équipe chirurgicale danoise du professeur Henrik Ellet et ce, dans la chirurgie colorectale. Quelques années plus tard, précisément en 2001, professeur Kellet s'est associé à 4 autres médecins de nationalités différentes pour former ce qu'on appelait l'ERAS Study Group. Ils se sont fixés comme objectif l'élaboration d'un protocole de soins standard, multimodal, scientifique et fondé sur des preuves dont l'objectif est non seulement la réduction du délai de séjour, mais cette fois en insistant aussi sur la qualité de la prise en charge. Les choses n'ont cessé d'évoluer par la suite jusqu'à la création en 2010 de l'ERAS Society. 10 ans plus tard ou 11 ans maintenant plus tard, avec le recul et le nombre de travaux s'y rapportant et l'apport bien établi en matière de soins périopératoires, l'ERAS est tout simplement devenu le nouvel incontournable. Alors, quels sont les fondements d'un tel protocole? Il a été bien démontré par de nombreuses études que l'application d'un protocole ERAS standardisé s'accompagne d'une nette réduction des complications, c'est-à-dire de la morbimortalité périopératoire, de la durée de séjour et des coûts de soins. Cette réduction des coûts de soins a été, par exemple, bien montrée par cette étude comparative publiée en 2013 dans le British Journal of Surgery, qui a mis en évidence que non seulement l'ERAS était rentable, mais que le gain moyen pouvait atteindre jusqu'à 1 650 € par patient, et ce par patient. Cette méta-analyse parue dans le World Journal of Surgery, également en 2013, qui a analysé 16 essais randomisés contrôlés, a montré, comme le montre ce schéma, que l'application d'un protocole ERAS s'accompagne d'une réduction de la morbidité générale, et ceci après avoir analysé donc, plusieurs complications, telles que les complications, les événements cardiovasculaires en post-opératoire, les complications infectieuses, le lâchage anostomotique, les LUS, etc. Des résultats similaires concernant donc la durée de séjour hospitalier ont été retrouvés. On voit ici, comme le montre ce schéma, que l'application d'un protocole ERAS s'accompagne d'une réduction de la durée d'hospitalisation et que cette réduction est nettement significative. Mis à part donc ces résultats très bien établis, certaines études, comme par exemple cette étude portée sur 4500 patients ayant une arthroplastie de la hanche, attribuent même la réduction de la mortalité moyenne à l'application d'un protocole ERAS versus donc, les protocoles de soins standards. La pertinence de ces résultats ont poussé à extrapoler et à implémenter l'ERAS dans toutes les autres spécialités chirurgicales, comme vient de le montrer dans cette dernière revue parue au JAMA en 2017, donc, qui vient énumérer les différentes spécialités chirurgicales sur lesquelles s'est étendu ce concept d'ERAS, notamment donc, la chirurgie digestive en général, la chirurgie orthopédique, thoracique, gynécologique, urologique et même la chirurgie d'urgence. Et dont la conclusion vient réaffirmer la place centrale de l'ERAS, un point qu'elle figure actuellement comme un pilier fondamental d'un tout un autre concept nouveau qui est la médecine périopératoire. Cette médecine périopératoire qui est une véritable spécialité médicale à part entière. Maintenant, après avoir parlé de l'importance de l'ERAS en général, qu'en est-il en neurologie? Eh bien, pour répondre à ta question, Aziz, on va faire une petite revue de la littérature. Donc, ici, on voit
un article qui est paru dans le British Journal of Urology. C'est une revue de la littérature, 55 articles. Elle avait bien établi les avantages et les principes de l'application de l'ERAS pour toutes les chirurgies majeures en urologie et en particulier pour la cystectomie. Donc, pour étayer plus le cas particulier de la cystectomie radicale, donc cet article paru dans European Urology qui avait donc recensé 553 patients répartis en deux groupes, un groupe protocole ERAS versus un protocole standard, donc un gain de 6 jours de moins d'hospitalisation, un moindre saignement péropératoire, un moindre taux de transfusion, 15% versus 25% avec une plaie qui était significative, et un moindre coût et moins de réadmission étaient retrouvés dans le groupe ERAS. Aussi, pour étayer encore plus, donc le cas de la cystectomie, donc cet article paru dans Medicine, qui est une étude prospective randomisée, aussi deux groupes, 80 patients. Elle avait montré qu'il y avait un rétablissement du transit qui était plus précoce, une alimentation orale qui était plus précoce et aussi un séjour qui était encore plus court. Donc, comment pourrait-on implanter, Aziz, dans notre pratique quotidienne, les recommandations de l'ERAS? Eh bien, de fait, l'implémentation d'un protocole ERAS est la responsabilité de chacun. Aide-soignant, kiné, infirmier, mais surtout, il faut le dire, la responsabilité du chirurgien et du médecin anesthésiste réanimateur. Ces deux derniers sont responsables de la quasi-majorité des items d'un protocole ERAS. Comme le montre ici donc, ce schéma, les items encerclés en rouge sont les items sous le contrôle direct de l'anesthésiste réanimateur. Et en bleu, celle sous la directive de l'urologue. Mais comme on le sait, ceci ne peut se faire que dans un travail de groupe, un travail de team. Eh bien, chers amis, en ce qui nous concerne, on est dessus. Donc maintenant, on va étayer le parcours du patient en cystectomie radicale dans le protocole ERAS. Ceci nous amène à parler des recommandations ERAS qui ont été publiées pour la cystectomie en 2013 dans le Clinical Nutrition Journal. Donc, ce parcours, il est donc divisé en préopératoire, des items préopératoires, péropératoires et post-opératoires. Donc, on va passer directement au préopératoire. Le premier item, c'est l'information du patient. Le patient, il doit être informé sur sa pathologie, sur le type de chirurgie, son parcours en intra-hospitalier, les risques et les complications. Il doit être éduqué sur la dérivation et son rôle au sein de ce protocole. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure adhésion au projet thérapeutique. Donc, cette information, elle est multimodale. Tous les intervenants, surtout le chirurgien et l'anesthésiste, et elle doit être obligatoirement verbale, mais des vidéos et des brochures aussi peuvent être donc utilisées. Donc, comme on peut le voir dans ce tableau tiré des guidelines donc de la société ERAS, on voit bien que la recommandation elle est de haut grade, sans vraiment avoir d'evidence-based medicine pour la cystectomie. Donc, le deuxième item, c'est l'optimisation médicale et la préhabilitation. Donc, il est normal d'insister sur l'équilibration des pathologies chroniques, le diabète et l'hypertension, l'anémie. Je vous demande de retenir ce chiffre 10,5 grammes par décilitre, on y reviendra plus tard. Donc, l'hypoprotidémie, aussi la préparation physique, l'arrêt du tabac et de l'alcool 4 semaines avant l'opération, l'état nutritionnel et aussi l'activité physique. Sans oublier, bien sûr, une prise en charge psychologique. Donc, il serait important d'avoir un psychologue au sein de notre équipe. Donc, pour étayer plus l'activité physique, donc, cette méta-analyse parue dans Cochrane Library, donc, elle avait recensé 12 études. Elle avait étudié la chirurgie cardiaque et abdominale majeure. Elle avait montré qu'une activité physique de l'ordre d'1 heure par jour de marche aux patients pouvait diminuer de 50% les risques d'atélectasie et de pneumonie. Donc, il est fortement recommandé, dès la première consultation chez l'urologue, de conseiller à nos patients de faire 1 heure par jour de marche en préopératoire. Donc, maintenant, je vais étayer l'anémie. Donc, cette méta-analyse parue dans Genitourinary Cancer, elle avait donc étudié l'association entre l'anémie et la morbimortalité. Donc, le taux d'hémoglobine qui est inférieur à 10,5 par décilitre était associé à une augmentation de la morbimortalité spécifique et non spécifique. Donc, il faut retenir ce chiffre 10,5 grammes par décilitre et ne pas oublier que nos patients sont des patients qui ont des tumeurs vésicales, qui ont une hématurie, qui sont toujours en train de saigner. Maintenant, je vais parler de la nutrition. Le bilan nutritionnel est systématique. Ne pas oublier qu'il y a toujours une perte de poids pour ce cancer. Donc, en pratique, s'aider d'un nutritionniste dans l'équipe est toujours efficace. Donc, cette étude montre bien que pour 538 patients répartis en deux groupes,
Donc, les groupes avec un déficit nutritionnel avaient une plus grande mortalité à 3 mois. C'est presque 3 fois plus de mortalité. Donc, parlons de nutrition, maintenant, on va parler de l'immunonutrition, qui est un nouveau concept. Il s'appuie sur que la chirurgie provoquerait une réponse immunitaire responsable d'une défaillance ultérieure vis-à-vis des infections. Donc, il est recommandé de donner 7 jours avant l'acte de la glutamine, de l'arginine, de l'acide gras, surtout l'oméga 3 et des acides ribonucléiques essentiels. Donc, cette étude, parue dans le Journal of Urology, qui est une étude prospective publiée en 2018, donc elle montre que le contrôle par immunonutrition, il avait réduit le risque d'infection tardive de 58%, et ceci en diminuant la sécrétion des interleukines pro-inflammatoires. Maintenant, la préparation mécanique digestive, ce grand dogme. Donc, il n'a pas d'intérêt, donc comme montrent toutes ces études, pas de bénéfice. La préparation digestive, au contraire, elle est... Et ça, il faut que tu nous le répètes, Ahmed, parce que vraiment, c'est un dogme C'est un dogme, oui, ancestral. Qui peut choquer certains d'entre nous. Ça, il faut que tu le redises bien fort. Donc, ce dogme, il doit être aboli. Pas d'intérêt à la préparation mécanique digestive. Donc, elle est au contraire pourvoyeuse d'une inflammation diffuse du tractus digestif. Donc, elle serait responsable de troubles hydroélectrolytiques et surtout responsable de lâchage anastomotique. C'est un calvaire et un cauchemar pour le chirurgien. Carrément. Donc, on sait bien maintenant que ces intestins ne sont pas vides, mais demain, il va être opéré. Je pense qu'il doit être à jeun, Aziz. Eh ben, ces intestins ne seront pas vides, mais si je puis me permettre, son estomac le sera. Notre patient sera à jeun, mais c'est le comment qui nous intéresse. Donc, nous savons maintenant qu'un jeûne préopératoire prolongé serait pourvoyeur, ou il est pourvoyeur de perturbations métaboliques, dont principalement l'insulinorésistance. Réduire la durée du jeûne préopératoire s'accompagne d'un meilleur contrôle, d'un meilleur confort pour nos patients et d'une meilleure réponse au stress chirurgical. En revanche, aucune étude n'a montré que la prise jusqu'à la matinée de l'acte H-2 de liquide clair s'accompagne d'une majoration de l'inhalation. Il est donc logique que les recommandations de l'ERAS Society et de l'AFU viennent autoriser la prise des liquides clairs jusqu'à H-2 préopératoire et des solides jusqu'à H-6 préopératoire. Mais vous savez, même avec un jeûne non prolongé, on n'est pas totalement à l'abri de ces dérèglements métaboliques, ce qui nous amène à parler donc du concept prochain qui est la surcharge glucidique préopératoire. Et donc, comme le montre cette analyse parue sur la Cochrane Database, analysant donc 26 essais, elle a conclu qu'une charge glucidique en préopératoire s'accompagne d'une réduction de la durée de séjour hospitalier sans pour autant avoir d'effet sur les complications post-opératoires. Donc, il a été recommandé par l'AFU, en concertation avec l'ASFAR, d'administrer une charge glucidique préopératoire aux alentours de 100 grammes donc, la veille de l'acte et de 50 grammes la matinée de l'acte. Mais rappelons tout de même que ces recommandations ne sont pas valables pour nos patients diabétiques chez qui on devrait plutôt se pencher sur un meilleur équilibre de leur pathologie et un strict contrôle de leurs chiffres diabétiques. Donc, surcharge glucidique, oui, mais pas pour nos patients diabétiques. Passons maintenant à notre item de l'ERAS préopératoire, longuement débattu d'ailleurs, qui est la prémédication. Il est clair maintenant qu'une anxiolyse médicamenteuse n'a plus de place systématique, puisqu'elle pourrait donc retarder la déambulation et donc la récupération de nos patients, mais elle pourrait être à l'origine de troubles cognitifs, surtout chez les personnes âgées vulnérables. Et rappelons tout de même que la majorité de nos patients à opérer sont des personnes âgées. Donc, maintenant, le patient il est prêt. On va aller au bloc opératoire. Donc, on va maintenant parler des items péropératoires. La chirurgie mini-invasive. Bien, les bénéfices et les risques de la voie d'abord mini-invasive, c'est-à-dire la célioscopie et le robotique, sont bien établis pour ce qui est de la chirurgie colorectale dans le protocole ERAS. Mais pour ce qui est de la cystectomie, il y a encore un manque de preuves donc, pour la chirurgie urologique. Donc, comme le montre cet article, Mini-laparotomy Approach to Radical Cystectomy, on voit bien qu'en chirurgie ouverte, la durée opératoire, la tension sur la paroi abdominale et les pertes sanguines étaient associées à une augmentation de la morbimortalité. Donc, bien que cette étude rapporte aussi l'avantage de la célio, elle reste d'un faible niveau de preuve pour le protocole ERAS. Comme vous pouvez le voir ici, la société ERAS ne recommande la voie laparoscopique et robotique que dans le cadre d'essais cliniques, et ceci
jusqu'à ce qu'on dispose de plus de preuves. Maintenant, le drainage du site opératoire, le drain, comme disent mes maîtres, ce sont les yeux du chirurgien. Il est recommandé de réaliser un drainage du site opératoire sans que l'on puisse bien sûr recommander une durée ou un type de drainage bien spécifique. Le drainage urinaire, la sonde urétrale et urétérale, les modalités et la durée n'ont pas été établies pour le protocole ERAS. Donc, l'antibioprophylaxie, dis-moi Aziz, qu'est-ce que vous faites en péropératoire pour l'antibioprophylaxie? Eh bien, tout simplement, cher ami, on est en train d'appliquer les recommandations de notre société savante référente qu'est l'ASFAR. Donc, pour la cystectomie, on administre 30 à 60 minutes en préopératoire 2 grammes d'augmentant et on aura recours à des injections de 1 gramme toutes les 2 heures. Donc, Aziz, je voudrais te parler aussi d'un autre dogme qui est de continuer cette antibioprophylaxie en post-opératoire. Donc, cette revue de la littérature qui avait colligé 5425 patients avait montré qu'il n'y avait aucun intérêt pour ce qui est de diminuer le risque infectieux, de continuer cette antibiothérapie hyperopératoire jusqu'à J7 ou jusqu'à J12 post-opératoire. Il y avait au contraire une sélection de germes et des infections qui étaient encore plus difficiles à gérer. Donc, je pense qu'on resterait dans les recommandations établies par nos sociétés savantes. Absolument. Donc, tu sais, Aziz, en péropératoire, parfois, ça commence à chauffer. Et on se retourne, on vous retrouve, vous, anesthésistes, en train de chauffer le patient. On sait bien que ce n'est pas futile, qu'il y a bien sûr beaucoup d'arguments pour ça. Eh bien, on aurait aimé vous faire plaisir, mais on ne peut faire autrement, puisqu'il a été clairement établi et fortement démontré que l'hypothermie, comme le montre d'ailleurs cette étude publiée au journal Surgery en 2014, que l'hypothermie s'accompagne significativement d'une augmentation de la mortalité et des complications périopératoires. Ainsi, le maintien d'une normothermie a été fortement recommandé par l'ERAS Society dans ses guidelines. Mais il n'y a pas que l'hypothermie à prévenir. L'hypovolémie aussi a été démontrée pourvoyeuse de complications délétères et d'événements cardiovasculaires à éviter, tels que la tachycardie, l'hypotension, l'hypoperfusion tissulaire périphérique. En revanche, un apport liquidien péropératoire excessif ça augmente les complications post-opératoires, telles que le lâchage anastomotique, le risque infectieux et même la surcharge hydrique cardiovasculaire. Donc, de ce fait, l'ERAS Society a fortement recommandé le monitorage du débit cardiaque en péropératoire pour individualiser les apports liquidiens péropératoires selon les besoins de chaque patient. Ceci étant dit, nous savons que par manque de moyens, il nous est parfois impossible d'appliquer totalement ces recommandations. C'est pourquoi je vous invite à examiner ensemble donc cette proposition de bonne pratique faite par l'AFU en concertation avec l'ASFAR qui stipule que les apports de base liquidiens périopératoires lors d'une cystectomie radicale devraient se situer aux alentours de 6 cc/h, que s'il y aurait une hémorragie, il va falloir titrer ces apports pour compenser les pertes hémorragiques et qu'un monitorage du débit cardiaque reste indispensable chez nos patients les plus à risque et les plus vulnérables. Passons maintenant à un autre item qui est la prévention de l'hypoxie et des complications respiratoires post-opératoires. Il est clair que de plus en plus, il nous est recommandé d'appliquer les principes d'une ventilation artificielle protectrice avec un monitorage systématique de la curarisation. Donc, même au bloc opératoire, comme le montre donc cette revue parue au British Journal of Anesthesia en 2019, disons oui à la ventilation protectrice. Disons oui à la ventilation protectrice, mais disons non, toujours non, à la douleur, ce qui m'amène à vous parler de l'anesthésie péridurale thoracique. D'ailleurs, cette étude qui est apparue au Canadian Journal of Urology et qui s'est intéressée à l'apport de cette technique anesthésique, particulièrement en cystectomie radicale, elle suggère que l'anesthésie péridurale s'accompagne d'un meilleur contrôle de la douleur post-opératoire avec une tendance à une réalimentation plus rapide. Mais malheureusement, aucune étude prospective ne s'est intéressée à évaluer l'anesthésie péridurale dans la cystectomie radicale. Tout de même, l'analgésie péridurale reste fortement recommandée par l'ERAS Society Guidelines et l'AFU, du fait qu'elle a fait ses preuves dans la chirurgie colorectale et qu'elle s'inscrit dans une stratégie plus globale de prise en charge de la douleur multimodale et basée sur l'épargne morphinique. Ainsi, pour récapituler, il nous faudrait donc établir un protocole anesthésique ERAS standardisé puisque l'anesthésie influence et les résultats de notre chirurgie de multiples façons. Et c'est ce que vient donc de
c'est ce que vient d'être recommandé fortement par l'ERAS Society Guidelines. Maintenant donc que la période péropératoire est finie, notre patient vient d'être extubé, n'ayant pas mal, ne frissonnant pas, et ben je vous le confie. Merci. Bien, il a eu un réveil doux et chaleureux, si je me permets de le dire. Donc maintenant, nous allons passer au post-opératoire. Le dogme encore de la sonde nasogastrique, elle a peu d'intérêt. Donc, elle diminuerait au contraire la stimulation du tractus digestif et majorerait ainsi le risque même d'infection respiratoire. Dans cet article paru dans le Journal of Urology, donc il a collégé 430 patients en 2 groupes. Le premier groupe avec et l'autre groupe sans sonde nasogastrique. Eh bien, la reprise du transit et la durée d'hospitalisation étaient meilleures pour le groupe sans sonde nasogastrique. Donc aussi, pour la prévention de l'ileus, donc il faut prévenir l'excès d'apport liquidien, comme tu viens de le dire, Aziz, en péropératoire. Éviter, comme je viens de le dire, la sonde nasogastrique. Donc, essayer d'avoir une reprise alimentaire liquidienne calorique par voie orale les heures qui suivent la chirurgie. Et aussi, il y a un intérêt du chewing-gum, que cette revue de la littérature, paru dans Progrès en urologie, donc, avait montré qu'il y avait une amélioration du reprise de transit de 2,8 jours. Donc, le chewing-gum 3 fois par jour, il est recommandé jusqu'à l'alimentation orale. Mais tu sais, Aziz, l'alimentation orale, on a peur de l'introduire et que le patient se mette à vomir. Comment pourrait-on la prévenir? Eh ben, vous avez raison, cher ami. L'incidence des nausées et vomissements post-opératoires est assez fréquente. Ils peuvent être ressentis chez 25 à 35% de nos patients. Ils peuvent être à l'origine d'un retard de la réalimentation, de difficultés de mobilisation et pourraient même majorer les inhalations pulmonaires. Donc, les nausées et vomissements post-opératoires peuvent menacer les résultats de l'application de tout notre protocole ERAS. C'est pourquoi l'ERAS Society, dans ses guidelines, nous recommande donc de combattre les nausées et vomissements post-opératoires avec tous les moyens dont on dispose, que ce soit donc les moyens pharmacologiques, par exemple la dexaméthasone ou les cétrans, ou aussi des moyens non pharmacologiques, par exemple la diminution du stress préopératoire, la réduction de la durée de jeûne, mais principalement par le bon contrôle de la douleur. Mais ce bon contrôle de la douleur ne doit pas passer par une utilisation donc excessive des opioïdes. Ce qui m'amène à vous parler donc de l'item suivant, qui est l'analgésie multimodale. Cette stratégie, en effet, commence dès le péropératoire, comme on l'a vu, en utilisant donc une technique d'anesthésie loco-régionale, au mieux la péridurale, sinon un TAB-bloc, en utilisant du paracétamol et des ANIS qui devraient donc se poursuivre en post-opératoire. L'AFU, toujours en concertation avec l'ASFAR, donc, nous recommande l'utilisation IV de la lidocaïne seulement si on n'utilise pas une technique d'alerte, et l'utilisation donc systématique de la kétamine, connue pour ses propriétés analgésiques et toujours dans une optique d'épargne morphinique. Ainsi, des patients donc n'ayant pas mal, un patient n'ayant pas mal est un patient prêt à se mouvoir, à regagner son autonomie, et ce dès le J0 post-opératoire, comme le préconisent ici donc les ERAS Society Guidelines, qui nous recommandent de faire bouger nos patients au moins 2 heures dès le J0 et 6 heures dès le J1 post-opératoire. Ces recommandations viennent d'être appuyées par cette étude récente parue donc au JAMA et qui a conclu qu'un patient pouvant faire jusqu'à 1000 pas à J1 post-opératoire est un patient qui aura une durée de séjour nettement moindre. Alors la question pourrait se poser des patients qui se mettent à se déplacer dès le J0 post-opératoire. Qu'en est-il de la thromboprophylaxie? Eh bien, la thromboprophylaxie, elle est obligatoire car le risque de thrombose veineuse profonde est de l'ordre de 5% des complications. Ne pas oublier les bas de contention. Donc, pour ce qui est donc de la thromboprophylaxie, il est recommandé de débuter une HBPM dès J1 post-opératoire jusqu'à J28. Selon les recommandations de bonne pratique de l'AFU. Donc, pour terminer, maintenant, nous allons vous parler de quelques perspectives. Donc, nous avons besoin d'une meilleure adhésion au protocole de l'ERAS Society, et ceci ne pourra se faire que dans des stratégies institutionnelles, voire nationales. Cela imposerait que ces protocoles soient standardisés idéalement par les sociétés savantes, l'Association tunisienne d'urologie et l'Association tunisienne d'anesthésie réa. Donc, pour élaboration d'ERAS Team, d'ERAS Study Group. Aussi, on proposerait des dossiers ERAS aux patients. Donc, et ne pas oublier qu'on aurait besoin toujours d'une audit. Donc, on ne pourra évoluer sans être évalué. Et merci pour votre attention. Merci.
Alors, je pense que c'était clair. Ça, c'est une nouvelle vision des choses. Je pense qu'il y a des questions dans la salle. Il y avait des questions. Alors, je remercie les deux résidents pour la qualité de leur présentation. J'ai une petite question concernant la préparation préopératoire. Vous avez parlé de l'information, de l'intérêt et de l'importance de l'information du patient. Vous avez aussi signalé l'importance de la préparation sur le plan nutritionnel. Mais il y a quelques articles qui parlent de diminuer le risque d'accident thromboembolique ou préopératoire, l'intérêt de l'administration d'HBPL à dose préventive en préopératoire. Et deuxième question, la préparation cutanée, qui est importante surtout dans notre contexte. Oui. Donc, on a souvent des patients qui sont mal préparés sur le plan cutané. Est-ce qu'il est recommandé de faire la préparation à l'hospitalisation ou en pré-hospitalier? Donc, pour ce qui est de la première question, donc, au sein du protocole ERAS, il ne parle pas de l'intérêt de ce traitement préopératoire pour la prévention thromboembolique, même si, comme vous avez bien dit, c'était établi dans la majorité de la littérature que le bénéfice y est. Mais il ne faut pas oublier qu'aussi ces recommandations, elles datent de 2013, elles n'ont pas encore été actualisées. Et aussi pour ce qui est de la préparation cutanée, donc préopératoire, selon les recommandations ERAS, bien sûr, qui n'ont pas été faites en Tunisie, ceci n'est pas recommandé, mais comme vous venez de le dire, donc il est un peu, le contexte tunisien est un peu spécial, mais bon, je pense qu'une revue de la littérature sur ce sujet serait intéressante et pourquoi pas même un topo pour un nouveau staff de bibliographie sur la préparation préopératoire dans le contexte tunisien serait vraiment à faire. Je pense que Dr Kahnoun a une question à poser au conférencier. Merci Dr Jaydan. En fait, je n'ai pas de questions. J'ai aimé juste féliciter les deux candidats pour la qualité de cette conférence. C'est un travail qui est excellent, ça soulage, ça nous rassure sur notre futur. Des résidents avec ces compétences auront certainement des compétences pareilles en tant que seniors, en tant que conférenciers, en tant que de futurs médecins. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous, cher maître. Merci beaucoup aux deux conférenciers. C'était vraiment très, très bien. C'était clair, c'était rapide et c'était vraiment très harmonieux. Je voulais poser une question par rapport à la préparation entre guillemets respiratoire. Nous savons très bien que les tumeurs vésicales sont vraiment des tumeurs qui sont imputées au tabagisme. C'est des patients bronchitiques chroniques, etc. Et nous avons beaucoup dans l'histoire vu que les complications respiratoires et le statut respiratoire étaient un facteur prédictif très important de complications per- et post-opératoires. Est-ce qu'il y a une préparation vraiment adaptée et efficace pour ça, une kiné respiratoire avant, pour améliorer la ventilation essentiellement post-opératoire? Pour ce qui est, merci cher maître pour cette question. Pour ce qui est donc de la préparation respiratoire en préopératoire, il est évident qu'elle est toujours souhaitable. Mais dans ce contexte, c'est une chirurgie donc, dans un contexte carcinologique. Les recommandations hors chirurgie carcinologique, c'est l'arrêt du tabac. Il a montré des preuves, il a montré des bénéfices quand on arrête le tabac minimum 4 semaines avant la chirurgie. Mais dans ce contexte, quand on voit nos patients en consultation axiale, il est évident qu'on allait leur demander d'arrêter le tabac, mais si le patient est prêt pour être opéré avant ces délais, on ne va pas retarder une chirurgie carcinologique pour optimiser la fonction respiratoire. La kiné, par contre, respiratoire et les nébulisations sont recommandées chez les patients qui sont d'ailleurs, puisqu'ils sont tabagiques, qui sont en majorité des bronchites chroniques. Elle est systématiquement recommandée. Donc, kiné respiratoire, kiné incitative et nébulisation en préopératoire la veille et la matinée de l'acte. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande toujours pour nos patients. Juste un petit commentaire, nous avons vu les résultats de ce protocole-là et vous avez montré les résultats globaux. On sait très bien qu'actuellement, il y a des complications vraiment sérieuses et des complications moins sérieuses, etc. Est-ce que ce protocole diminuerait essentiellement les complications graves
Nous avons vu que les complications que vous avez déjà démontrées sont des complications de façon globale. Ça diminue un peu le séjour post-opératoire, les lieux paralytiques. Qu'en est-il de la charge anastomotique? Qu'en est-il de l'occlusion intestinale post-opératoire, du saignement péri- et post-opératoire, etc. Est-ce que ce protocole agirait essentiellement sur ces complications sérieuses, graves en post-opératoire, particulièrement sur ces complications-là? Eh Et bien, merci. oui. Eh bien oui, cher maître. Donc, dans la revue de la littérature qui est parue ici au British Journal of Urology International, qui avait recensé les 55 articles, il y avait un moindre lâchage anastomotique, un moindre saignement péropératoire. Il était de 15% pour l'ERAS versus 25% pour le groupe non ERAS. Et aussi pour ce qui est des embolies pulmonaires post-opératoires, pour ce qui est de l'atélectasie et aussi des pneumonies post-opératoires, toutes ces complications ont bien été réduites. Donc, grâce, bien sûr, aux recommandations de cette société qu'on vient de détailler. Aussi, cher maître, la méta-analyse dont je vous ai parlé donc, tout à l'heure, qui a analysé 16 essais randomisés contrôlés, a montré donc, une diminution de la morbidité en général, mais pour avoir ce résultat, ils ont analysé donc, plusieurs complications post-opératoires. Ils ont donc fait l'analyse des complications post-opératoires liées à la chirurgie directement Spécifiques et non spécifiques à la chirurgie. Donc, il y avait une réduction nette dans les complications post-opératoires, que ce soit les événements cardiovasculaires, les manières hors chirurgie et liés à la chirurgie, tels que l'élus, le lâchage anastomotique. C'est fondé, c'est bien établi. Quoique cette méta-analyse montre une tendance à la diminution de la mortalité sans réellement une diminution significative de la mortalité. La diminution de la mortalité a été suggérée par d'autres études, comme l'étude faite sur les patients ayant eu les arthroplasties de la hanche. Tout d'abord, je félicite les deux résidents pour cette présentation. C'est une excellente présentation, harmonieuse. Et je vais vous poser deux questions rapidement. La première question, c'est vrai, le protocole de réhabilitation, ça a diminué la mortalité, ça diminue la durée de séjour. Mais est-ce que, comme vous l'avez dit, il y avait plusieurs items à respecter, est-ce qu'il y a un choix de type de patient? Est-ce que tout type de patient, quelle que soit la gravité, quels que soient les antécédents, on peut être amené à passer dans ce protocole de réhabilitation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, essentiellement, Abdelaziz, tu as parlé de la partie péropératoire, essentiellement, de l'analgésie péridurale, mais tu sais bien qu'il y a des patients où on ne peut pas faire de l'analgésie péridurale. Donc, quelle est l'alternative puisque l'analgésie fait partie intégrante du protocole ERAS? Et surtout, quel est le protocole anesthésique qu'il faut choisir, sachant que c'est une anesthésie générale essentiellement. Est-ce qu'on a un choix bien particulier de drogue anesthésique à prescrire et à faire notre anesthésie, et quel type de monitorage qui peut nous aider pour assurer ce protocole de réhabilitation? Merci pour cette question, cher maître. Donc, comme vous venez de le dire, donc, contrôler la douleur représente une pierre angulaire et un aspect fondamental pour faire réussir le protocole ERAS. Donc, comme vous venez de le dire, on a parlé de l'importance de l'analgésie péridurale, mais malheureusement, parfois, on ne peut pas la mettre en place, que ce soit par manque de moyens ou par manque de surveillance en post-opératoire. Donc, l'affût en concertation avec l'ASFAR, donc, on recommandait, si on ne peut pas mettre en place une péridurale, on recommandait de faire un tape-bloc. À défaut, s'il n'y a pas de tape-bloc, on doit administrer en péropératoire de la lidocaïne IV. S'il n'y a pas d'alerte, dans les deux cas, s'il y a de l'alerte ou pas d'alerte, il recommande l'utilisation systématique de la kétamine à dose anti-hyperanalgésique. Ça, c'est en ce qui concerne la douleur. Aussi, le protocole anesthésique, si on parle juste du protocole anesthésique, il est fondamental. Donc, si on parle du péropératoire, on devrait plutôt utiliser le propofol au lieu des halogéniques, puisqu'il permet une meilleure
contrôle des nausées et vomissements péropératoires. Aussi, le contrôle de la douleur dont on vient de parler nous permet d'éviter les nausées et vomissements péropératoires les nausées et vomissements péropératoires peuvent vraiment représenter la plus grande menace concernant les résultats de l'ERAS. Il faut chauffer nos patients, pour faire simple, il faut chauffer nos patients, les bien préparer en péropératoire, utiliser donc l'ALR, utiliser le propofol, une bonne antibioprophylaxie, lutter contre les nausées et vomissements péropératoires. Et c'est de courte durée d'action, oui. Si on en aurait besoin. Et en plus, on peut être associé dans le monitorage de la profondeur de l'anesthésie. Oui. Alors, j'ai une question du docteur Qabil Meshtri, qui est connecté avec nous d'Arabie Saoudite. Docteur Meshtri, je voudrais bien que vous nous posiez cette question en vidéo. Donc, juste démarrez votre vidéo, comme ça vous pouvez participer directement à ce staff. Allô? Comment je fais pour lui donner la caméra? C'est bon? Il est avec nous? Alors, il faut que tu ouvres ton micro et ta caméra. Est-ce que tu es avec nous? Allô, bon, problème de connexion. Ah, il s'est déconnecté? De toute façon, il a aussi posé cette question par... il nous a envoyé un message. Alors, docteur Qabil Meshtri vous dit on a oublié le problème de dénutrition chez un patient cancéreux qui doit être corrigé en pré et surtout en post-opératoire. J'aimerais savoir s'il y a de l'evidence-based medicine concernant un protocole particulier, concernant le type et les modalités d'alimentation. Est-ce qu'il y a des preuves sur ce qu'il faudrait faire chez ces patients qui ont un cancer, qui sont dénutris, en pré et en post-opératoire? Est-ce que vous pouvez détailler ce sujet? Voilà. Et puis on va essayer quand même de l'avoir en vidéo, en parallèle. Alors vous avez Oui. Voilà. Donc, merci pour cette question. Eh bien, en préopératoire, le problème, c'est qu'on a peu de temps pour corriger cet état nutritionnel que, comme vous le savez, pour ce qui est des pathologies carcinologiques, peut être très profond. Mais en post-opératoire, plusieurs techniques existent. Il faut s'aider d'un nutritionniste dans l'équipe parce que maintenant, cette prise en charge, elle est plutôt personnalisée. On ne peut pas faire un protocole que tout le monde va suivre. Donc, le meilleur, c'est d'avoir un nutritionniste au sein de l'équipe qui prendra en charge donc, les patients dénutris. Surtout pour la période post-opératoire, qui est une période de convalescence. Le patient aura besoin de plusieurs nutriments pour régénérer ses cellules et ses tissus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Zribi, vous êtes avec nous. Est-ce que vous avez une question à nous poser? Allô? Est-ce que vous pouvez vous connecter sur Zoom, docteur Ahmed Zribi? Je pense qu'il y a un problème de connexion, mais bon. Alors, voilà, vous m'entendez? Vous m'écoutez là? Bonjour. Très très bien. Votre micro. Vous avez la parole. Oui, merci. Vous m'entendez bien là? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. 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 C'est un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Moi aussi. Écoutez, c'est un sujet très intéressant, la récupération rapide après chirurgie. Et moi, je crois que le cours préopératoire est très important et c'est un parcours du patient. Il doit se préparer à cette épreuve, la cystoprostatectomie. Et pour se préparer, il faut s'entraîner. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à préparer le malade sur le plan, bien sûr, psychologique, mais surtout nutritionnel. Et ces malades sont parfois dénutris, anémiques. Et pour garantir une bonne récupération post-opératoire, je crois qu'il faut bien préparer le patient avant l'intervention. Et là, il faut avoir le temps, parce que tout à l'heure, mon collègue disait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour des malades cancéreux. Écoutez, il faut prendre le temps qu'il faut, parce que si on démarre une épreuve difficile, longue, et pour le patient, qui est la cystoprostatectomie, il faut qu'il soit vraiment bien prêt sur le plan nutritionnel et physique et psychique, bien sûr. Voilà.
Et que pensez-vous même moi personnellement, vu ce qu'on nous a longtemps enseigné, ne pas mettre une sonde gastrique, manger le même jour de l'opération, c'est quelque chose qui me stresse encore. Mais il y a de l'évidence médecine qui dit que c'est mieux. Mais je fais partie, au cours de ma formation, on m'a toujours appris que la sonde gastrique était un dogme, qu'il fallait laisser le patient 4, 5, 6 jours avec la sonde. En Égypte, quand j'ai eu la chance de travailler pendant une année au centre d'uroléphrologie de Mansoura, on mettait des gastrostomies. Le professeur Roulet me recommandait de mettre exclusivement des gastrostomies en cas de cystectomie avec enterostoplastie, parce que pour que le patient ne puisse même pas arracher la sonde gastrique. Qu'est-ce que vous pensez de ce dogme qui est en train de tomber? Il est tombé chez les chirurgiens colorectaux. Maintenant, c'est en train de tomber chez nous. Oseriez-vous ne pas mettre de sonde gastrique et faire manger le malade l'après-midi de l'opération? Écoutez, il est tombé, mais pour passer le cap, je crois, pas mal d'urologues ou de chirurgiens n'ont pas franchi ce cap et il se reste quand même un peu classique. Et personne n'autorise aux malades de prendre du liquide J1 après une résection intestinale. Je ne sais pas, sur le plan pratique, bon, on n'est pas au protocole classique, mais quand même, on est quand même assez conservateur. C'est très difficile de franchir un cap comme ça et d'oublier les traditions anciennes. C'est un peu difficile. Franchement, je ne sais pas sur le plan pratique. On a discuté pas mal de fois avec des collègues et les avis sont très partagés. Voilà. Je crois que j'ai une autre question. Nous avons une autre question d'un spectateur. Quelle est la place du méthoclopramide pour son activité prokinétique? Donc, en ce qui concerne l'activité spécialement prokinétique du méthoclopramide, ça n'a pas été, lorsque j'ai examiné donc, les protocoles de l'ERA Society, ça n'a pas été donc, mentionné pour ces activités prokinétiques. Par contre, les moyens pharmacologiques pour lutter contre les nausées et vomissements post-opératoires sont tous les bienvenus, que ce soit la dexaméthasone, les cétrans, les inhibiteurs des interleukines. On pourrait avoir recours au méthoclopramide pour ses capacités antiémétiques. Pour répondre à cette question, il faudrait donc une autre recherche que j'espère pouvoir faire ainsi. Il y a encore des questions dans la salle? Je voudrais peut-être mettre encore le point sur la préparation psychologique, comme a dit Sid Ahmed Mahana. Donc, la préparation psychologique est très importante. On est face à un patient cancéreux qui a quand même probablement eu de la chimiothérapie avant. Ensuite, c'est un patient qui est vraiment psychologiquement atteint. Et ce sont des chirurgies qui sont lourdes, qui sont très morbides, avec un changement du schéma corporel. Certains patients, comme chez nous, la majorité de nos patients vont avoir des stomies, etc. Donc, en absence aussi de stomathérapeute, certains patients ont des difficultés à être appareillés, il y a des problèmes d'appareillage, etc. Donc, tout ça, il faut aussi mettre le point sur ces informations-là. Il faut bien expliquer aux patients, il faut bien préparer le patient psychologiquement sur le fait d'avoir une stomie définitive. On n'a pas parlé peut-être des problèmes de stomie puisqu'on n'a pas de stomathérapeute chez nous, donc on est obligé nous-mêmes en post-opératoire de prendre en charge ces problèmes-là, ces problèmes qui sont, je vous le dis, ce sont des problèmes très difficiles à prendre en charge, d'autant plus que certains patients sont très obèses, certains patients sont très mal appareillés ou une dextérité vraiment limite. Qu'est-ce que vous proposez pour ces patients-là sur le plan psychologique ou sur le plan préparation, sur le plan stomie urinaire? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Je vais vous parler de l'expérience du Centre d'urologie du Kansas. Ils ont élaboré toute une structure qui est une consultation de stomie. Donc, ils vont faire même des simulations aux patients. Ils leur mettent des stomies au niveau pariétal et ils voient avec eux comment ils vont réhabiliter leur vie et leur activité journalière carrément. Il y a aussi ils leur fournissent des iPads, un numéro vert pour le psychologue, donc qui est disponible 12 heures par jour. Donc cette étude était accompagnée
d'une plus grande implication du patient au protocole thérapeutique et une meilleure adaptation pour la vie au niveau post-opératoire. Deux petites questions concernant l'exercice physique préopératoire. Et la deuxième question, est-ce que vous faites réellement l'alimentation précoce du premier jour? J'ai demandé à plusieurs urologues, et ils disent bien, c'est la bibliographie qui dit ça, mais en pratique, tout le monde évite. Donc, excellente question. Et ce staff de bibliographie, il a pour but d'essayer de changer ces dogmes-là. Donc, on pourrait se proposer de débuter des études donc, au sein de notre centre à Sahloul pour voir est-ce que c'est vraiment efficace dans le contexte tunisien, donc cette réalimentation, parce que comme vous venez de le dire, sur le plan evidence-based medicine, partout dans le monde, c'est pratiqué. Pourquoi pas en Tunisie, maintenant en Tunisie. Aussi, pour ce qui est de la réhabilitation physique préopératoire, ce qui est recommandé et conseillé aux patients, c'est de faire 1 heure de marche par jour à leur rythme. Il ne s'agit pas de faire 10 km ou autre, 1 seule heure par jour, conseillé dès la première consultation chez leur urologue. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Et je pense que pour vraiment franchir le cap, il faut aller tout doucement. On n'est pas obligé d'aller changer toutes les habitudes comme ça du jour au lendemain. Je pense que bon, nous avons déjà eu de bons résultats avec nos vieilles habitudes. Je pense qu'il faut aller tout doucement. Peut-être les habitudes préopératoires, ensuite l'alimentation précoce. Chez nous, on préconise de plus en plus une alimentation liquide en post-opératoire précoce. Même le chewing-gum, on a commencé à l'utiliser, vraiment c'est la sonde efficace. gastrique, de plus en plus, on est réticent à la mettre. On enlève G1 post-opératoire, donc on est en train de changer quand même nos habitudes, mais à notre façon, petit à petit, puisque bon, nous avons beaucoup travaillé avec les anciennes écoles, entre guillemets, les anciennes habitudes qui ont donné quand même de bons résultats. Nous avons beaucoup travaillé avec ça. Et je pense que pour changer ce cap, il faut aller tout doucement. Il n'y a pas d'honte. Il faut tester un tout petit peu ces habitudes-là, le temps qu'on fasse, comme tu as dit, des études randomisées, pourquoi pas multicentriques, pour vraiment voir est-ce que ces protocoles pourront s'appliquer chez nous ou pas. Oui, c'est parfaitement ça. Vous voyez, docteur Zribi, on est pratiquement d'accord avec vous en fait. On reste bien sûr classique, plus par peur et par anxiété que par evidence-based medicine et par niveau de preuve. Et maintenant, il faut qu'on change. Donc, c'est le but de ces staffs. Et le changement sera progressif. Donc, petit à petit, nous ferons la même transition qui s'est faite déjà chez nos collègues, nos confrères chirurgiens digestifs. Et nos voisins, c'est juste le service à côté. Ça leur a pris quelques années pour changer. Et nous aussi, je pense, on va y venir de façon progressive. Ne plus enlever la sonde gastrique le plus tôt possible avant d'oser ne pas la mettre du tout. Et une réalimentation de plus en plus précoce. Et ça va venir progressivement, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Le micro, a-t-il comment ça? Ouais. Il faudra que vous ouvriez votre micro. Voilà. Voilà, ça marche. C'est bon. Oui, vous avez tout à fait. Oui, merci. Vous avez complètement raison. Bon, bien sûr, il faut passer, il faut évoluer, mais certainement, on doit franchir le cap. Mais j'ai une petite question par rapport aux thromboses, parce que c'est un problème vraiment périopératoire, parfois, qui peut engager le pronostic vital du patient. Et parfois, les malades qui ont un problème de cancer de vessie séjournent parfois en préopératoire pendant quelques semaines. Et là, c'est des malades qui sont prédisposés à former des thromboses. Est-ce que dans votre pratique quotidienne, avant cystoprostatéctomie, vous faites un Doppler préopératoire ou non?
Eh ben, pour répondre, on ne fait pas de Doppler préopératoire à Sahloul et nous avons de très bons résultats pour ce qui est de notre antiboprophylaxie. C'est rare que nos malades ils présentent donc des embolies ou des thromboses veineuses profondes. Donc, comme on l'a dit lors de notre exposé, on va se référer au protocole de la Société française d'anesthésie réa. Une hémoglobine à bas poids moléculaire a débuté à J1 post-opératoire jusqu'à J28, car comme vous l'avez dit, pour ce qui est des maladies carcinologiques, elles sont encore plus pourvoyeuses d'embolie et de phénomènes thromboemboliques. Ça, c'est une question aussi pour Dr Kahloul. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des Dopplers maintenant pour en préopératoire? Merci, Dr Jahden. En fait, ce n'est pas recommandé de faire des Doppler dès la période préopératoire. Par contre, il est préconisé de démarrer des mesures préventives dès la période préopératoire. Même dans le protocole RAS, on donne le choix aux cliniciens. Est-ce que c'est démarrer en préopératoire ou bien en post-opératoire? Et le choix, selon le RAS protocole, doit être dicté en fonction de la technique analgésique envisagée. Donc, si vous envisagez la péridurale, donc vous devez plutôt commencer la thromboprophylaxie en post-opératoire. Sinon, il faut la démarrer en préopératoire. Ceci dit, il ne faut pas oublier les autres mesures préventives, notamment les moyens mécaniques et surtout, il faut raccourcir la durée d'allaitement, c'est ainsi que 15 jours préopératoire prolongé n'est pas du tout conseillé. Voilà, donc le Doppler n'est pas systématique, mais il faut insister sur le recours à une approche multimodale dans la prévention des risques thromboemboliques. Merci. Moi, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Y a-t-il encore des questions dans la salle ou en ligne? C'est bon. Je pense que c'était une première. Nous allons. Vous pouvez. Ah, il y a une question. Docteur Jahden, donc j'ai bien apprécié cette expérience. Et nous devons obligatoirement revenir sur les perspectives si on envisage vraiment instaurer cette culture. Est-ce qu'on est loin de cette approche? Docteur Ahmed parle d'une équipe qui doit peut-être changer, mais en fait, on a changé pas mal de conduite. Beaucoup de mesures viennent d'être changées, aussi bien sur le plan médical qu'anesthésique que sur le plan chirurgical. Je ne pense pas qu'on est vraiment loin de cette culture de race. Sauf que la réponse objective, la réponse formelle, doit s'inspirer d'un audit. Nous devons commencer par faire un audit. Et je reviens sur l'expérience de l'EURAS Study Group en 2001, en réalisant des enquêtes sur l'adhésion des cliniciens aux recommandations de l'EURAS. Ils ont découvert une grande variabilité. Donc, on a souvent tendance à surestimer ou bien à sous-estimer notre adhésion à ces mesures et à ces protocoles-là. Pour cela, je pense que la première étape à franchir, c'est un audit sur le degré d'adhésion à ces recommandations. Et on estime que le Study Group, EURAS Study Group, estime qu'un taux d'adhésion de 75% à ces recommandations est un taux largement suffisant pour avoir de bons résultats. Voilà, donc je pense que la première étape doit être celle-là. Le recours à un protocole standardisé, certifié par nos sociétés savantes est également une étape très importante. L'EURAS protocole précise beaucoup d'items, mais les recommandations et les mesures recommandées ne sont pas exhaustives. Donc, c'est un protocole également qui pourrait être enrichi davantage. Et enfin, il nous faut certainement une équipe EURAS. Il faut instaurer EURAS Team pour qu'ils prennent en charge tous ces projets-là. Voilà, je vous remercie et merci encore une fois pour Ahmed Aziz. Merci.
pense que le message a été entendu. En plus, nous avons la chance d'avoir avec nous en direct le vice-président de l'Association tunisienne d'urologie, Dr Ahmed Sribi. Et donc, c'est un appel aussi que je vous lance à l'Association tunisienne d'urologie de peut-être penser dans le futur à un audit de nos pratiques qui sera certainement suivi de la mise au point de procédures recommandées, de procédures standardisées, certifiées par l'Association tunisienne d'urologie et qui pourraient être des guidelines en ce qui concerne les races. On pourrait commencer par choisir la pathologie ou la chirurgie qui se prête le mieux à ça, qui est la cystoprostatectomie radicale avec entérocystoplastie. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Zerib? Moi, oui, tout à fait d'accord. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour vous remercier pour cette initiative extraordinaire. Et moi, j'ai une suggestion, c'est que ces staffs soient une habitude et que comme ça, on fera participer tout le monde. Et moi, au bureau, nous sommes en train de développer une application qu'on va appeler ATU Live. En fait, c'est des échanges de cas cliniques. C'est-à-dire que si on a un cas clinique difficile, moi je suis installé à Sousse ou à Sfax et j'ai un cas clinique, je pourrais le présenter au staff, par exemple. Pourquoi pas d'élargir le staff, faire un staff peut-être tous les mois à Sousse et tous les mois à Tunis, et comme ça nous présentons nos cas et on échange notre expérience. Et là, je crois comme ça, on aura notre place avec vous et on partagera beaucoup de cas cliniques et à la fin on pourra sélectionner des cas publics, pourquoi pas. Parce que là, il y a un groupe de jeunes urologues à Tunis qui sont très solidaires, ils sont en train de se partager des cas cliniques, mais on voudrait que ce soit dans le cadre de la Société tunisienne, de l'Association tunisienne d'urologie, avec un support, le nôtre, un support numérique, le nôtre, et comme ça, on pourra avoir accès à tout moment à envoyer nos cas, échanger nos expériences et demander des avis pour des urologues beaucoup plus expérimentés que nous. Et voilà, nous sommes en train de travailler dessus. Et moi, je vois votre expérience et votre initiative est extraordinaire et je salue vraiment. Et je n'hésiterai pas à participer encore et encore. Merci beaucoup, c'est extraordinaire. Et le digital, c'est ça. Le Covid nous a poussé avec une vitesse vertigineuse à développer le digital. Je crois qu'avec le digital, on pourra faire beaucoup de choses et un staff peut-être élargi même pour nos collègues étrangers. Pourquoi pas? Ça, c'est faisable. Avec le digital, on peut tout faire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Zribi. Nous adhérons complètement à votre proposition et nous allons nous y mettre. Nous sommes avec vous et nous adhérons totalement à cette initiative de l'Association tunisienne d'urologie. Il y a juste une dernière question. Nous avons une question qui vient juste de tomber en ligne, qui est du cadre paramédical de M. Nourdine Beraïs, qui est notre infirmier émérite et qui est souvent de garde de nuit. C'est pour ça peut-être qu'il n'était pas ici, qui nous a posé une question. Quel est le rôle de l'infirmier et de l'infirmière dans ce programme ERAS? Voilà, c'est Mohamed. Cher Nourdine, l'ERAS Society définit, elle propose une répartition des tâches au sein de l'ERAS Team. Essentiellement, il y a 3 fonctions, le coordinateur, le manager ou le leadership. Et bien, le personnel paramédical selon l'ERAS devrait être le coordinateur. D'accord, Ahmed? Donc, le leadership, c'est souvent les chirurgiens. Plutôt le coordinateur, souvent c'est l'anesthésiste, et le manager, c'est le cadre paramédical. Selon la proposition donnée par l'ERAS au sein de l'ERAS Team, au sein de la répartition des tâches de l'équipe, l'infirmier devrait être le manager de ce projet. Merci, cher ami. Cher Nourdine, vous avez, je pense que Dr Kahloun a bien montré l'importance du rôle de l'infirmier et de l'infirmière. En fait, le cadre paramédical, l'infirmière, c'est le maître d'œuvre, c'est le vrai coordinateur de l'ERAS, c'est lui qui est au chevet du patient et c'est lui qui assure ce programme en fait.
en coordination avec une équipe multidisciplinaire, évidemment. Un nutritionniste, un psychologue, le chirurgien, l'anesthésiste réanimateur, éventuellement la rééducation fonctionnelle. C'est un travail multidisciplinaire. Et le para et l'infirmier et l'infirmière sont au centre de ce travail. Ce sont les vrais coordinateurs. C'est le moteur de tout ça. Voilà. Je pense que on vient à la conclusion de ce staff bibliographique. J'espère vous voir nombreux pour le 9e staff bibliographique que nous allons organiser bientôt et qui sera normalement également en ligne. Ce staff n'a pu être réalisé que grâce à la participation et au soutien des laboratoires Pierre Fabre, que je remercie, et grâce à l'excellente prestation technique de l'agence Evenema qui nous a fourni un plateau technique et un service de pointe extrêmement fluent et un streaming live qui est en train de marcher là, je suis en train de vérifier, ça marche très bien. Voilà. Et je peux conclure. Et vous pourrez trouver, ceux qui n'ont pas assisté au début du staff, pourront trouver la vidéo YouTube sur la chaîne du service ou sur notre chaîne. Voilà. Et je pense qu'on peut arrêter de conclure. Voilà. Merci. À très bientôt et au revoir. Au revoir.